Bonjour et bienvenue dans votre magazine Made in Sénégal. Le sous-sol du Sénégal offre une grande diversité de substances minérales comprenant des métaux précieux, des métaux de base, des métaux industriels, des minéraux lourds, des pierres ornementales et matériaux de construction. Dans ce numéro de Made in Sénégal, on va s'intéresser à ce secteur qui est un facteur de développement. Et on entend par substance minérale utile toute substance provenant du sous-sol sans transformation ou après transformation est utilisable comme matière première de l'industrie ou de l'artisanat, mais également comme matériau de construction ou de travaux publics, mais aussi comme amendement de terre publique ou source d'énergie. Nous sommes là donc à l'occasion du CIM 2014. Nous sommes donc au stand du ministère de l'Industrie et des Mines. Donc nous avons donc une exposition sur les différents minéraux que nous retrouvons au Sénégal. Et donc ces minéraux, donc, comme vous le voyez ici, vous avez donc le phosphate qu'on a toujours connu. Et donc c'est du phosphate aujourd'hui qui nous vient en fait, ça c'est un type granulé qui vient en fait de Matam, ou bien sûr des ICS aussi qui produisent le même phosphate. Vous avez ici aussi un autre produit de phosphate. Et là, vous avez par contre un type de phosphate qu'on appelle le phosphate d'alumine qui n'existe bien sûr qu'au niveau de l'Amam dans la région de Thiès. Donc en plus de ce phosphate, bien sûr, nous avons depuis des années exploité aussi la tapugite. Cette tapugite donc est exploitée essentiellement par la société SSPT. Donc c'est une substance qui est exploitée généralement dans la région de Thiès. Dans le cas des nouvelles exploitations, nous avons le zircon, qui est toujours dans le cas des minerais industriels. Le zircon, en fait, que vous avez ici comme d'abord un premier produit donc, qui est en fait celui que vous avez suivi de façon donc, naturelle. Et ce produit donc, va subir une concentration avant d'avoir une première séparation qui permet donc de séparer le zircon des produits qui sont qu'on appelle des produits titanifères. Donc voilà donc tout ce qui est du zircon qui est aujourd'hui exploité au niveau donc, de Diogo dans ce qu'on appelle le projet Grande Côte. Mais ce qu'il faut retenir aussi, que ce même zircon est donc dans un autre projet en Casamance où nous sommes en phase en fait, d'études d'impact environnemental qui reste bien sûr à être validé par les populations, par l'administration en collaboration avec les populations locales. À côté donc de ces minéraux, nous avons aussi le sable extra-siliceux, qui est un produit que nous souhaitons mettre dans le pipeline en fait, de nos portefeuilles minéraux et pour lequel nous faisons une promotion. Bien qu'il y ait encore un permis en fait, d'exploration dans le secteur toujours de Diogo, en fait dans le long de la Grande Côte, entre Kayar bien sûr et Potou à Louga. L'or en fait, qui est contenu dans cette zone et vous voyez donc qu'on nous indique en fait on aurait donc 5,8 grammes par tonne dans ce type en fait, de roche. Ça, c'est en fait une carotte qui provient bien sûr d'un sondage. À côté bien sûr de l'or, vous avez bien sûr le fer avec deux projets. Le fer de la famille que nous connaissons tous, avec un projet qui est en phase en fait, qui devrait entrer en production mais qui malheureusement retarde. Et un deuxième projet qui est un projet d'exploration qui est celui de Olodou, le projet Olodou, qui est situé en fait dans la partie nord, nécessairement dans la région de Tambacounda. Ce qui fait que les formations en fait, au niveau de la famille, et ces formations ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui en fait relance du point de vue géologique, il nécessitait de rechercher davantage le fer. À côté du fer, nous avons les minéraux en fait énergétiques, l'uranium ici qui est exposé ici, et la lignite en fait, le charbon, qui peuvent être utilisés comme des sources en fait, d'énergie. Maintenant viennent tout ce qui est matériaux. Les matériaux de construction, vous les avez tout au fond, en bas. Okay, la gamme de matériaux de construction qui sont exploités au Sénégal, à savoir les grès, généralement au niveau de la région de Thiès, à Paki, le basalte aussi à Thiès, et vous avez la latérite aussi à Thiès. Bien sûr que nous avons du basalte aussi à Kédougou, mais du fait de la distance, ces substances encore ne sont pas bien mises en promotion, mis à part les projets qui, en fait, routiers qui existent dans la zone, où on a quelques exploitations qui savent. À côté de ces matériaux de construction, maintenant, vous avez ce qu'on appelle les pierres ornementales. Ces pierres ornementales les plus connues sont les marbres que vous avez ici. Par contre, il y a des pierres qui sont très intéressantes et que vous avez ici dans la deuxième rangée qu'on appelle la famille des granitoïdes.
et qui ne sont pas bien connus au Sénégal. Et je pense que si on arrive donc à trouver la solution sur le transport et qu'on arrive à exploiter ces marbres, ces granites pourraient donc être aussi très rentables dans le cas en fait, de la mise en valeur des ressources en fait, minérales et des pierres en fait, au niveau du Sénégal. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, nous essayons en fait, de mettre en place d'autres substances. C'est le cas par exemple du cuivre que nous cherchons à promouvoir. C'est le cas aussi de la barytine. C'est le cas aussi bien sûr du nickel et des platinoïdes. Je pense que ce sont des sujets sur lesquels nous comptons travailler avec les universitaires. Ne serait-ce que dans le cadre aussi, en fait, et tout à l'heure nous allons arriver à ces conclusions, qu'on puisse au moins avoir des fonds qui puissent impulser un peu la recherche avant que les partenaires privés n'arrivent. Parce que ça permet au moins de donner quelque chose, sur quelque chose sur lequel en fait, le partenaire, l'investisseur privé, peut en fait asseoir sa décision d'investir au Sénégal. Donc voilà donc une brève présentation en fait, de quelques minéraux que nous avons au Sénégal. Je pense que pour ma part, ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur minier était resté encore inconnu des Sénégalais. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un secteur à fort risque. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait progressivement amener les Sénégalais. Ce n'est pas une chose qui se fera facilement, mais nous constatons qu'il y a eu un changement de mentalité. Il y a quelques années, tous les Sénégalais qui avaient des permis ne pensaient qu'à vendre le permis. Aujourd'hui, quand même, on voit que les Sénégalais restent dans les permis, dans leurs projets, et essaient de trouver des partenaires avec qui ils essaient de faire des recherches et avancer un peu. Je pense que c'est déjà un changement de mentalité, et qui, s'il est encouragé, s'il est encadré, parce qu'il faut nécessairement les encadrer, on peut en fait avoir demain des opérateurs carrément qui s'investissent dans le secteur. Ça demande bien sûr que l'État aussi concentre les moyens pour pouvoir les encadrer. Quand on sait en fait le nombre parfois, les moyens très limités en fait de la direction des mines et de la géologie qui est en charge de ce secteur. Donc Grande Côte Opération est une industrie minière spécialisée dans l'extraction de minéraux lourds, tels que le zircon qu'on a là. Le zircon, avec 95 000 tonnes par an exploitées. L'ilménite, avec 525 000 tonnes exploitées par an. Et le rutile, le leucoxène, qui eux deux ont 15 000 tonnes exploitées par an. Maintenant, voici le sable minéralisé. Ça se trouve sur le littoral entre Dakar et Saint-Louis, sur 106 km, où le sol est minéralisé. Maintenant, durant l'exploitation, voilà le process. On a une drague qui est la plus puissante du monde actuellement, qui flotte sur un lac artificiel à Diogo et qui fait 7000 tonnes de sable par heure, qui aspire 7000 tonnes de sable par heure, avec 2% des 7000 tonnes minéralisées. Donc ce sable est acheminé sur l'usine de concentration humide qu'on appelle le WCP, le Wet Concentration Plant, qui fait la séparation par voie de gravité, sans intrants chimiques, pas de produits chimiques, durant le process. Maintenant, c'est à partir du WCP qu'on a le concentré, ici. Ce concentré est acheminé après dans l'usine MSP, qu'on appelle l'MSP, le Mineral Separation Plant, ou l'usine de séparation des minéraux. Là, à l'intérieur, on a deux process, le dry mine et le wet mine, qui nous permettent, après traitement par des cyclones, d'avoir les 4 produits qu'on a là, le zircon, l'ilménite, le rutile et le leucoxène. Alors, la mine d'or de Sabodala est encore aujourd'hui la seule mine d'or industrielle en opération au Sénégal. Elle a commencé à produire son premier lago en mars 2009. Donc aujourd'hui, nous approchons de la 5e année d'exploitation de l'or. La mine, en fait, l'usine a été agrandie en 2012. Donc aujourd'hui, nous sommes à une production d'environ 200 000 onces d'or par an, ce qui équivaut à peu près à un peu plus de 6 tonnes d'or par an. Après cette brève présentation des minerais présents dans le sous-sol sénégalais, il faut comprendre que les efforts soutenus de promotion minière, s'appuyant sur une législation minière moderne, plus conforme à l'orientation générale du droit minier international, ont attiré plusieurs investisseurs au niveau de notre pays. À l'horizon 2020, il faut comprendre que les objectifs de production annuelle sont entre 15 et 20 millions de tonnes de minerais de fer, 2,5 millions de tonnes de phosphate, 3 millions de tonnes d'acide phosphorique, mais également 17 tonnes d'or et 90 000 tonnes de zircon. Cette production
il faut le comprendre, s'inscrit dans le cadre du grand projet inclus dans la vision du PSE. L'industrie minière, comme vous le savez, est dans une phase de transition et de plus en plus nous constatons des investissements massifs qui sont faits dans le secteur. Le Sénégal tout d'abord était connu pour son industrie de phosphate, d'argile industrielle, les phosphates de Taïba, l'exploitation de Aloukagne, la production de granulats de calcaire et de ciment. Aujourd'hui, donc, du fait des cadres attractifs, des investissements, d'un cadre légal, d'un régime légal fiscal donc attractif, nous avons enregistré de plus en plus donc, des investisseurs qui sont dans le domaine de l'or avec l'exploitation de l'or de Sabodala qui a commencé depuis 2009. Le projet de zircon de la Grande Côte qui a démarré en 2007 année, le premier trimestre de cette année au mois de mars, avec la livraison du premier bateau. Donc les perspectives sont bonnes. Nous espérons que d'ici l'horizon 2017-2018, nous aurons 2 à 3 grandes mines d'or qui vont être exploitées. La mine de Goloma, qui est déjà en cours d'exploitation avec SGO, l'exploitation de Mako, mais également de Gora. Donc nous pensons globalement que ce sera fait et que les phosphates de Matam vont entrer en production. Le projet de fer de la Falémé est aujourd'hui en promotion et les investissements sont attendus dans ce secteur et les investissements massifs. Et c'est pourquoi d'ailleurs le secteur minier a été retenu parmi les 6 secteurs moteurs de croissance du PSE. Et dans les 27 projets du PSE, nous en avons 6 pour le secteur des mines. À côté de cette production à dimension industrielle, l'orpaillage artisanal constitue une réalité dans notre pays. Oui, l'exploitation artisanale est une exploitation qui est séculaire. Les populations ont l'habitude de travailler dans ces zones, au début à travers des méthodes vraiment très rudimentaires pour exploiter de l'or pour des besoins de consommation locale et de créer des revenus. Aujourd'hui, cette exploitation artisanale de l'or a pris des proportions qui ne sont plus rudimentaires et presque, on peut dire, à l'échelle moyenne industrie, en créant une perturbation parce que c'est des opérations qui se déroulaient dans des permis qui ont été attribués à des sociétés minières à qui l'État donne des garanties foncières et des garanties d'exécution de travaux. Donc, tout en maintenant cette activité dans des normes et un cadre bien défini, et aussi préservant les garanties et les droits des sociétés titulaires de titres miniers, nous avons mis en place ce que nous appelons la suite des recommandations du Conseil interministériel, donc un cadre légal pour l'orpaillage. 1. Les orpailleurs, pour effectuer leurs travaux, leurs opérations, doivent tenir une carte d'orpaillage. À partir de la semaine prochaine, une mission se rendra sur place avec la direction d'automatisation du fichier, la direction des mines et de la géologie, pour procéder à la confection de la carte nationale d'identité, mais également de cartes d'orpailleurs pour que tout le monde soit recensé. Deuxièmement, nous avons défini des zones à l'intérieur desquelles l'activité est autorisée. Il ne s'agit plus de venir creuser et de façon itinérante comme un marchand ambulant, avoir des orpailleurs ambulants. Il s'agit d'avoir des orpailleurs fixes dans un périmètre défini par l'État du Sénégal, dans l'intérieur duquel périmètre l'activité peut se faire. Le troisième aspect, c'est la légalisation de la transaction sur l'or. L'or qui a été détenu, exploité de façon illégale et vendu de façon illégale en dehors du pays. Et c'est une perte énorme. Et l'État du Sénégal a décidé que maintenant on doit réglementer cet aspect pour la mise en place de comptoirs d'achat d'or. Donc voilà le dispositif qui a été mis en place pour d'une part permettre à l'activité de continuer, mais dans un cadre légal et formalisé, mais aussi que l'État du Sénégal puisse trouver également des profits dans cette activité. L'industrie de l'or connaît un développement déjà fructueux pour l'économie sénégalaise. L'or de Sabodala en est une parfaite illustration.
Les retombées d'une mine, il faut savoir, sont assez vastes. Il y a plusieurs types de retombées. Déjà pour l'État du Sénégal, une mine paye des taxes, des royalties. D'autre part, une mine emploie beaucoup de gens. Donc nous employons 1000 personnes aujourd'hui. Donc 90% sont de nationalité sénégalaise. Et à peu près un employé sur deux vient de la région de Kédougou ou de Tambacounda. Ensuite, nous faisons aussi des achats localement au niveau du Sénégal. 76% de nos achats en 2013 étaient faits auprès d'entreprises enregistrées au Sénégal. Et bien sûr, ensuite, nous avons des programmes de responsabilité sociétale d'entreprise avec les communautés autour de la mine. Le concept de programme social minier est une dimension essentielle de la gouvernance du secteur. L'État l'a compris. Qui plus est, les industries minières. Oui, vous savez, l'industrie minière quand même est une industrie complexe parce que se déroulant sur terre et comme on l'indique souvent, pour accéder au sous-sol, il faut passer par le sol. Et le sol fait l'objet également d'autres activités économiques, d'habitation, de culture, d'élevage, de pâturage, de touristique et autres. Les personnes qui occupent ce sol également ont un intérêt à l'exploiter et à l'occuper. Mais comme l'État a décidé que la ressource doit être exploitée, cela signifie que à ces personnes, on va leur suspendre leur droit d'occupation, en tout cas d'utilisation du sol. Donc ce qui amène déjà, dans certains cas, des incompréhensions, des difficultés sociales à gérer, mais dans le cadre des lois et règlements du pays, nous le faisons. L'autre aspect, c'est la perception de la faible contribution du secteur des mines dans l'économie nationale et surtout dans l'impact des populations locales. L'État du Sénégal donc, a négocié avec les sociétés minières pour mettre ce qu'on appelle le programme social minier. Ce programme social minier est sous deux volets. Il y a un volet de contribution volontaire par les sociétés qui sont en phase de recherche et une contribution obligatoire pour les sociétés en phase d'exploitation. Ces sociétés donc, qui mettent en place ces fonds vont financer des projets prioritairement définis par les populations et pour permettre donc qu'il y ait une amélioration des infrastructures de base, sanitaires, éducatives, économiques et autres. Donc pour permettre à ce que les populations puissent relever leur niveau de vie et donc contribuer à ce que, d'un point de vue local, qu'il y ait un développement endogène. En bord de ça, il y a ce qu'on appelle le programme d'appui et de péréquation. C'est un fonds d'appui et de péréquation de l'État qui tire des recettes minières, 20% à redistribuer aux collectivités locales qui abritent les opérations minières, mais également aux collectivités locales qui sont autour de celles-là. Et en dernier lieu, le président de la République a décidé, à la suite de la négociation de la convention minière de Sabodala, d'affecter 10 millions de dollars pour le développement socio-communautaire. À ce titre, des investissements vont être faits dans la région de Kédougou pour permettre donc de résorber un peu le gap en termes de salles de classe. Des abris provisoires vont être détruits et à la place construire des salles de classe. Les villages qui sont autour des opérations minières, on en a identifié 5 qui vont bénéficier donc de l'électrification rurale. Donc des investissements massifs dans le secteur. Donc globalement, voilà les activités qui sont menées, étant entendu aussi que c'est le rôle premier de l'État donc de satisfaire ses besoins sociaux des populations. Les compagnies minières ne peuvent venir qu'en appoint et ce n'est pas leur rôle primordial donc d'investir dans le domaine socio-communautaire. L'État du Sénégal, conscient de la nécessité de mettre en place un cadre favorable au développement des investissements privés, a défini déjà une politique axée sur l'amélioration du climat des affaires et des mesures incitatives pour chaque secteur porteur. Pour le secteur minier que nous avons abordé au cours de cette émission, l'ensemble des dispositions ont été résumées dans le nouveau code minier, mais également au niveau du décret d'application et de la déclaration de politique minière datant du 6 mai 2003. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre magazine. Rendez-vous est pris dans un autre numéro sur Touba TV, la chaîne qui nous rassemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.